La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Depuis l'enfance, mon père m'interdisait d'ouvrir le capot de nos voitures. C'était une règle depuis aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours pensé que c'était pour assurer ma sécurité, pour que je ne me pince pas les doigts ou ne me brûle pas. Je n'ai vraiment commencé à m'interroger que lorsque j'ai commencé à conduire ma propre voiture d'occasion à l'âge de 15 ans. Chaque fois que je tournais la clé dans le contact, j'entendais un sifflement laborieux suivi d'un bourdonnement grave et d'un grognement. Quand je passais la première et appuyais sur l'accélérateur, la voiture se mettait à gémir, accompagnée d'un bruit de déchirure humide et d'un claquement mécanique. Ce n'est qu'après avoir roulé dans les voitures de mes amis que j'ai réalisé que les moteurs ne respiraient pas comme le mien. À cette époque, je ne roulais qu'avec les voitures de mes parents et la mienne quand je m'entraînais à conduire. Quand j'ai interrogé mon père à ce sujet, il s'est mis en colère. Je pensais que c'était une question banale, mais son visage est devenu rouge écarlate et il m'a dit de ne plus jamais en parler. De laisser tomber le sujet. J'ai cru un instant qu'il allait même me gifler. Inutile de dire que j'ai continué à conduire sans ouvrir le capot, effrayé par les conséquences. Mais je ne pouvais m'empêcher d'être curieux lorsque j'entendais de légers coups. Parfois, la climatisation semblait aspirer lentement l'air, comme si une pièce était défectueuse. Mes amis faisaient des commentaires à ce sujet. Ils pensaient que ma voiture était en panne. Certains trouvaient même ça effrayant. Ils ne me demandaient plus beaucoup de les conduire après ça. Au secours! Au secours! J'ai entendu ça un matin à un feu rouge alors que je me rendais à l'école. C'était faible, si faible que je l'ai presque pas entendu même, mais c'est ce qui m'a poussé à bout. Dès que je me suis garé, j'ai tiré sur le levier sous le siège et j'ai entendu pour la première fois le bruit du capot qui s'ouvrait. Je suis sorti et j'ai glissé mes doigts sous le métal, me préparant à ce qui pouvait se trouver dessous. J'ai rapidement regardé autour de moi pour m'assurer que personne n'était à proximité, puis j'ai commencé à soulever le capot. Dès que j'ai commencé à soulever le capot, j'ai entendu un bruit de déchirure et un cri. J'ai eu un haut le cœur, mais j'ai continué mes efforts. J'ai ignoré le bruit et j'ai soulevé le capot d'un coup sec avec un déchirement au cœur. La vue m'a donné la nausée. Un homme? Non. Plutôt des morceaux d'un homme, étaient éparpillés dans un amalgame répugnant et sanglant de chair, de veines et d'ossature méconnaissables. De longs doigts dépassaient dans tous les sens, bougeant de manière spasmodique, du sang sous leurs ongles usés. Un seul poumon rose et charnu, à découvert, se gonflait et se dégonflait dans une respiration terrible et saccadée. Des tubes métalliques, des fils et des engrenages interrompaient la masse, déchirant la chair, laissant par endroits la peau carbonisée et se croisant à des angles étranges. Puis j'ai vu le visage. Il était étiré sur le point de se déchirer. Les deux globes oculaires étaient ouverts, injectés de sang, avec des larmes de suie noire tachant la peau autour d'eux. Le nez ressemblait davantage à deux cavités ouvertes, d'où écoulait du mucus. La bouche était grande ouverte comme les yeux, et l'intérieur était taché de noir le long des dents irrégulières et cassées. La chose se mit à hurler quelque chose d'horrible. Ma prise glissa et je tombai à genoux. Le capot se referma brusquement, et je ne pus m'empêcher de vomir mon petit déjeuner sur le trottoir. Mon monde tournait. Je passais ma journée sans vraiment pouvoir me concentrer sur quoi que ce soit. La vue de la voiture m'avait profondément bouleversé.
J'étais terrifié à l'idée de devoir rentrer chez moi en voiture après l'école. Je m'assis dans la voiture, les doigts engourdis alors que je tenais la clé dans le contact. Quand j'ai enfin rassemblé mon courage, j'ai tourné la clé et j'ai été accueilli par le grognement et le sifflement familier, suivi du craquement des os et du grésillement de la chair pendant que je rentrais chez moi. De l'huile. J'ai besoin d'huile. Gémissait le râle de la mort provenant de la bouche d'aération de la climatisation. J'ai essayé de l'ignorer du mieux que j'ai pu. « S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît !» C'en était trop. J'ai couru jusqu'à la maison, mais mes parents étaient toujours absents. J'ai cherché de l'huile dans le garage. J'ai fini par attraper le bidon et je suis retourné à ma voiture. J'ai ouvert le capot et un bruit écœurant m'a assourdi les oreilles. De l'huile. La bouche s'est ouverte autant qu'elle le pouvait, laissant échapper une odeur putride de pourriture. Ses yeux pleuraient des larmes noires. J'ai dévissé le bouchon et les mains tremblantes, j'ai commencé à verser. Le liquide épais et jaune a commencé à couler dans sa bouche. J'ai eu un haut-le-cœur en voyant la bouche l'avaler comme un chien assoiffé. Il coulait sur les côtés de la bouche et recouvrait les dents cassées. J'ai arrêté de verser une fois que les larmes ont cessé de couler de ses yeux. Je refermai le capot et remis soigneusement l'huile à sa place. Cette routine se poursuivit pendant toute la semaine suivante, sans que je n'ose confronter mon père, craignant sa réaction. Le moteur me parlait parfois, me demandant par exemple de baisser la climatisation ou de ralentir. Je m'exécutais à chaque fois. Un soir, j'étais assis à table avec mes parents qui plaisantaient à propos de souvenirs de mon enfance. Ma mère a pris un album photo et a commencé à me montrer des photos embarrassantes de moi enfant. Mon sang s'est glacé quand j'ai vu sur une photo un homme familier qui me tenait dans ses bras alors que j'étais bébé. Qui est-ce ? Mes doigts tremblaient sous la table. « C'est ton oncle Thomas, c'était le frère de ton père », m'a répondu ma mère. Mon père a esquissé un sourire qui semblait cacher une autre émotion. « Il est décédé quand tu étais tout petit. »« Oh, je ne savais pas. » Mes doigts se sont enfoncés dans ma cuisse. « Comment est-il mort ?»« D'un cancer du côlon. C'est triste. La même chose qui a emporté ton grand-père. » Mon père fronça légèrement les sourcils et se leva de table. « Ces photos sont superbes, chérie. » Il serra la main de ma mère et quitta la pièce sans un mot. « Ne fais pas attention à lui, mon grand. C'est un sujet sensible, bien sûr. » Elle me sourit et me montra d'autres photos. Je décidai que je devais voir ce qu'il y avait dans la voiture de mon père une fois pour toutes. J'attendis que la nuit tombe et que mes parents s'endorment. Je pris ma lampe de poche et les clés dans le salon. Dehors, dans l'obscurité glaciale, j'ouvris discrètement la voiture et tirai sur le levier du capot, qui émit un craquement sinistre. Je braquai ma lampe de poche sur le capot et me préparai mentalement avant de le soulever d'un geste rapide. Une odeur nauséabonde de chair brûlée et d'huile m'a envahi. La lampe de poche a fait briller le sang et le mucus. L'hybride homme-moteur a gémi dans ma direction, les cheveux gris à la peau ridée et verdâtre déformés autour du visage. Je connaissais cet homme. C'était mon grand-père. J'ai reculé et j'ai rabattu le capot. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix résonnait derrière moi, rauque et autoritaire. Je vis l'ombre de mon père se dessiner sur le capot de sa voiture. Je me retournai pour lui faire face, la colonne vertébrale tremblante. Je frissonnais. Je ne pouvais plus réfléchir. « Tu sais que je t'ai dit de ne jamais regarder là-bas, n'est-ce pas ?» Mon père grimaça. « Toujours aussi curieux, tout comme Thomas. » J'essayais de reculer, mais je me cognais contre la voiture. Un jour, ce sera moi là-dedans, tu sais. Un jour, ce sera ta mère. Et finalement, ce sera toi. Il commença à s'éloigner de moi. J'ai essayé de te prévenir, mon fils. Ne parle de ça à personne. Sinon ton heure viendra plus tôt que la mienne. Il me tourna le dos et rentra à l'intérieur. J'avais la poitrine oppressée. J'étais glacé et désorienté.
Je suis rentré, je me suis allongé dans mon lit, incapable de dormir, l'image de mon grand-père gravée à jamais dans ma rétine. Mais je crois que je n'aurais pas dû vous dire tout ça. Je sais ce qu'il m'a dit qu'il arriverait si je le faisais. Mais je ne peux pas garder ce secret. Le fardeau est trop lourd. Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne devienne l'un d'entre eux. Et quand cela arrivera, j'ai besoin que quelqu'un sache ce qu'ils font, de savoir ce qui se cache vraiment sous ce capot. Cette creepypasta, volontairement excessive et dérangeante, fonctionne comme un hommage direct aux histoires d'horreur des contes de la crypte, dans leur forme la plus originale et cruelle. On y retrouve toutes les marques du genre, une idée centrale absurde, mais traitée au premier degré, un moteur littéralement vivant, une horreur organique très graphique, presque grotesque, qui choque autant qu'elle fascine. Une révélation finale cynique et fataliste, où l'horreur n'est pas vécue mais héritée, transmise comme une malédiction familiale. Comme dans les contes de la crypte, l'histoire ne cherche pas le réalisme psychologique fin, mais l'impact, le malaise, et surtout l'ironie noire. La voiture, symbole de liberté et de transmission père-fils, devient une prison de chair. Le père n'est pas un monstre surnaturel classique, mais un gardien froid d'une tradition monstrueuse, exactement comme ces figures amorales qu'on trouvait dans les comics d'horreur des années 50. Le ton farfelu n'est donc pas une faiblesse, mais un choix assumé. C'est cette exagération macabre, presque théâtrale, qui ancre le récit dans la lignée des contes horrifiques d'antan, où l'on mélangeait horreur, choc visuel et morale tordue, souvent raconté avec un sourire cruel au coin des lèvres, comme je le fais en ce moment. En bref, ce texte ne cherche pas à faire peur de manière moderne ou subtile, il rend hommage à une horreur ancienne, viscérale, ironique et sans échappatoire, exactement comme les meilleures histoires des contes de la crypte qui ont bercé notre enfance.